Quel marché pourri nous avons conclu avec l'Iran. Nous n'obtenons rien à part des moqueries sur notre stupidité. Ils obtiennent tout, y compris du temps et beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'en 2013, un promoteur immobilier new-yorkais bien connu a attaqué l'accord nucléaire intérimaire conclu avec l'Iran par l'administration de Barack Obama. Plus de 10 ans plus tard, le même homme, désormais président des États-Unis, a négocié son propre accord avec Téhéran. Et étant donné les critiques incessantes de Donald Trump envers Barack Obama et la ligne dure qu'il a affichée contre l'Iran depuis son premier mandat, le contenu du mémorandum qu'il a lui-même signé avec Téhéran pourrait surprendre. La levée immédiate des sanctions sur les exportations de pétrole iranien, 300 milliards de dollars pour un fonds de reconstruction iranien, et la reconnaissance de la position privilégiée de l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Ce ne sont là que quelques-unes des dispositions incluses dans l'accord signé par le président Trump. Mais si la victoire de Téhéran peut maintenant sembler à portée de main, en pratique, elle peut encore être loin d'être acquise. Le document qui a été signé n'est qu'un mémorandum qui gèle la crise pendant 60 jours. D'autres négociations sont censées se poursuivre en coulisses. Seules ces discussions sont censées aboutir à l'accord final entre les États-Unis et l'Iran. Les opposants à l'accord feront très certainement tout leur possible, non seulement pour faire échouer les discussions, mais aussi pour relancer les combats. À la tête de ce camp se trouve bien sûr le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui veut utiliser l'escalade de la guerre au Liban pour bloquer tout accord avec l'Iran. Alors, le mémorandum américano-iranien est-il en fait une capitulation américaine? Voyons cela. Versailles, Trump et les signatures de Pezeshkian, le détroit d'Ormuz rouvert à la navigation. Le mémorandum mettant fin à la guerre entre les États-Unis et l'Iran a été annoncé en quelques jours, bien que sa forme finale reste incertaine, même pour les responsables de la Maison-Blanche. N'oubliez pas que tout investissement comporte des risques. Au départ, le mémorandum américano-iranien devait être signé à Genève. Finalement, cependant, il a été signé à distance, sous forme électronique. Du côté iranien, il a été signé par le président Massoud Pezeshkian, du côté américain par le président Donald Trump. Trump, qui se trouvait en Europe à ce moment-là pour le sommet du G7, a signé son exemplaire au château de Versailles. Et comme on pouvait s'y attendre, le symbolisme de ce lieu n'a pas échappé aux critiques du président. Le mémorandum contient 14 points. Regardons-les de plus près. Le premier point introduit une cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris le Liban. La mention explicite du Liban est le résultat de la pression exercée par l'Iran qui, agissant dans le cadre de sa soi-disant stratégie d'unité de front, a refusé d'accepter un accord qui laisserait le Hezbollah à la merci du Premier ministre Netanyahou et de l'armée israélienne. Le troisième point engage les États-Unis et l'Iran à élaborer les termes d'un accord final dans un délai de 60 jours. Toutefois, cette échéance peut être prolongée d'un commun accord. Selon le point 4, immédiatement après la signature du mémorandum, les États-Unis doivent commencer à lever le blocus naval imposé à l'Iran. Le blocus doit être entièrement levé dans un délai de 30 jours. De plus, Washington s'est engagé à retirer ses forces armées des environs immédiats de l'Iran dans les 30 jours suivant la signature de l'accord final. Le point 5 du mémorandum est crucial pour le détroit d'Ormuz. Il exige que l'Iran ouvre immédiatement le détroit et garantisse la libre circulation des navires commerciaux. Mais le diable se cache dans les détails. Le point 5 stipule explicitement que le transit par le détroit restera gratuit seulement pendant 60 jours. En même temps, il reconnaît la position privilégiée de l'Iran dans le détroit d'Ormuz et donne à Téhéran le feu vert pour définir le futur cadre de sa gestion. Bien que le texte souligne que cela doit se faire en dialogue avec Oman et en accord avec les États arabes. La détermination de l'Iran à promouvoir ce nouveau régime dans le détroit est déjà visible dans la pratique. Déjà en mai, Téhéran a créé ce que l'on appelle l'autorité du détroit du Golfe Persique. Immédiatement après la signature du mémorandum, l'organisme a publié une déclaration spéciale. En soulignant que le transit par le détroit d'Ormuz
ne serait gratuit que pendant 60 jours et que chaque navire traversant le détroit devrait être signalé aux autorités iraniennes 48 heures à l'avance. Le trafic dans le détroit d'Ormuz reste limité pour l'instant. Le jeudi 18 juin, un jour après la signature du mémorandum, 25 navires commerciaux ont traversé le détroit. Le samedi, ce nombre était passé à 55, mais seulement quelques heures plus tard, l'Iran a annoncé qu'il fermait à nouveau le détroit en raison de la situation au Liban, un point sur lequel nous reviendrons dans un instant. Pour comprendre l'ampleur de la perturbation, il convient de rappeler qu'avant la guerre, environ 130 navires traversaient le détroit chaque jour. Il se peut que nous ne retrouvions pas ce niveau de sitôt. Cela n'est pas seulement dû aux actions de l'autorité du détroit du Golfe Persique, mais aussi aux mines que l'Iran a posées dans le détroit pendant la guerre. Selon le protocole, l'Iran a 30 jours pour nettoyer le détroit d'Ormuz des mines. Mais les experts avertissent que l'opération pourrait prendre beaucoup plus de temps et pourrait nécessiter l'aide de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Allemagne, qui disposent des moyens navals nécessaires et d'une expérience précieuse dans ce genre de mission. Et au-delà de cela, il y a la question des armateurs et des assureurs, dont beaucoup restent sceptiques quant à la durabilité de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Mais revenons au texte du mémorandum, car ce n'est pas la fin des concessions faites à Téhéran. Au point 6, les États-Unis s'engagent à créer, avec leurs partenaires régionaux, un fonds spécial de reconstruction pour la République islamique d'Iran d'une valeur d'au moins 300 milliards de dollars. Les détails de ce fonds doivent être définis dans l'accord final. Au point 7, Washington s'engage à lever toutes les sanctions imposées à l'Iran. Le calendrier exact de la levée des sanctions fera partie de l'accord final. Il ne s'agit pas seulement des sanctions américaines à lever, mais aussi de celles de l'ONU. En même temps, au point 10, les États-Unis devraient déjà accorder des dérogations spéciales aux sanctions en échange de la seule signature de l'Iran sur le mémorandum. Ces dérogations permettront la reprise légale des exportations de pétrole iranien. En soi, cela ne changera pas la quantité de pétrole sur le marché, mais cela permettra à Téhéran de vendre son brut à d'autres pays qu'à la Chine, qui était disposée à acheter du pétrole iranien, mais à des prix fortement réduits. Tout aussi important, les dérogations devraient également couvrir les secteurs bancaires, assurantiels et des transports de l'Iran. Selon le point 11, les États-Unis ont accepté de libérer les avoirs iraniens gelés, estimés à environ 100 milliards de dollars. Cela est censé se produire après la mise en œuvre du mémorandum, donc cela se fera presque certainement de manière progressive, par tranche. Certains avoirs iraniens ont déjà été libérés. Les Émirats arabes unis auraient débloqué des avoirs d'une valeur de 3 milliards de dollars, tandis que le Qatar devrait en libérer 6 milliards de plus. Comme nous pouvons le voir, l'accord contient une longue liste de concessions faites à l'Iran. Les avantages pour l'Amérique sont beaucoup plus modestes. À part la réouverture du détroit d'Ormuz, Washington semble n'avoir obtenu que des engagements limités de la part de Téhéran concernant le programme nucléaire iranien. Et même ici, la formulation est très favorable aux Iraniens. L'Iran s'engage à ne pas fabriquer d'armes nucléaires et il devra faire des concessions concernant ses stocks d'uranium enrichi, au minimum en acceptant de diluer le matériau, ce que Téhéran avait déjà proposé en mars. Mais en même temps, le mémorandum fait référence aux besoins nucléaires de la République islamique d'Iran, ce qui suggère qu'au moins à ce stade, Washington a peut-être accepté la poursuite du programme nucléaire civil de l'Iran. Le mémorandum n'interdit pas directement l'enrichissement de l'uranium par l'Iran. Au lieu de cela, il s'oriente vers la surveillance et le contrôle du programme nucléaire iranien, un peu comme le JCPOA, l'accord même que Donald Trump détestait autrefois, plutôt que de le démanteler complètement. En lisant le mémorandum, il est difficile de ne pas conclure que son contenu est presque absurdement favorable à l'Iran. Les concessions exigées de Téhéran sont limitées, et lorsqu'elles apparaissent, elles sont formulées de manière à avantager tout de même Téhéran. Le mémorandum soulève deux questions embarrassantes. Premièrement, quel était le but de la guerre que le président Trump a lancée contre l'Iran en février? Et deuxièmement, quel était le but de toute la politique anti-iranienne qu'il avait menée depuis son retrait du JCPOA en 2018? C'est Trump qui s'est retiré du JCPOA, l'accord nucléaire iranien d'Obama,
et qui a lancé la soi-disant campagne de pression maximale contre Téhéran, imposant des sanctions sur pratiquement tous les secteurs de l'économie iranienne. En 2018, Trump avait qualifié le JCPOA de pire accord jamais conclu, parce qu'il ne réglementait que le programme nucléaire iranien, tout en ignorant le soutien de Téhéran au groupe de l'Axe de la Résistance et à son programme de missiles balistiques. Aujourd'hui, le même président Trump affirme que puisque d'autres pays possèdent des missiles balistiques, les retirer à l'Iran serait injuste. Par-dessus tout, le mémorandum actuel résout héroïquement des problèmes qui n'existaient même pas il y a quelques mois. Problèmes causés par l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Avant le 28 février, le pétrole et le gaz circulaient librement par le détroit d'Ormuz, et les marchés mondiaux de l'énergie faisaient face à une surabondance. Aujourd'hui, le monde traverse le plus grand choc d'approvisionnement pétrolier de l'histoire. Un choc qui n'a pas fait grimper les prix au-dessus de 200 $ le baril uniquement grâce au déblocage massif des réserves stratégiques. Mais ces réserves s'épuisaient lentement, tout comme le temps dont disposait Donald Trump pour mettre fin à la guerre avec l'Iran. Le président lui-même l'a effectivement admis lors du sommet du G7, en disant, je cite, « Je ne voulais pas voir de catastrophe économique. Si cela avait continué, cela aurait pu arriver. » Donc oui, la décision du président Trump de faire la guerre à l'Iran était une erreur stratégique, et le mémorandum qu'il vient de signer peut clairement être qualifié de victoire diplomatique pour la République islamique d'Iran. Mais une chose ne doit pas être oubliée. Avec les accords internationaux, il y a souvent un long et difficile chemin entre la signature et la mise en œuvre complète. Et c'est également le cas avec ce mémorandum. Les gars, 2 annonces rapides avant de poursuivre. Premièrement, CRI, qui traduisait GTBT Ukraine avant de s'engager dans l'armée de l'air ukrainienne, a lancé une collecte de fonds pour recueillir de l'argent afin de construire des abris pour les systèmes sans pilote de l'Ukraine, afin de les protéger des drones russes à longue portée. Vous pouvez soutenir la collecte de fonds via le lien ci-dessous. Deuxièmement, comme vous le savez peut-être déjà, nous continuons à publier la série au format court de GTBT appelée Essence. En gros, ce sont nos épisodes transformés en capsules de 8 à 10 minutes. Et non, le comédien de doublage n'est pas une IA. Post-Draviam Barney. D'accord, passons à la suite. L'un des plus grands obstacles à la mise en œuvre complète du mémorandum est le Liban. Pour comprendre pourquoi, nous devons revenir au début de la guerre avec l'Iran. Lorsque les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran en février, le Hezbollah du Liban a rejoint la confrontation du côté de Téhéran. En réponse, l'armée israélienne a franchi la frontière libanaise et lancé une offensive terrestre contre le Hezbollah. Peu de temps après, il est devenu évident que les FDI cherchaient à occuper durablement le sud du Liban et à y créer une zone tampon dont les frontières ont commencé à être délimitées par ce qu'on appelle la ligne jaune. La zone tampon israélienne s'étend sur environ 10 km à l'intérieur du Liban. En même temps, des unités israéliennes ont avancé encore plus profondément vers le fleuve Litani, à plus de 20 km de la frontière. La création de cette zone tampon n'est pas un hasard. Tsahal avait déjà établi des zones similaires à Gaza et en Syrie. Cela fait partie d'une nouvelle stratégie israélienne plus large, qui consiste à créer des zones tampons capables d'absorber le premier coup de l'ennemi et d'empêcher une répétition des événements d'octobre 2023 lorsque le Hamas a pénétré profondément en territoire israélien. Dès le début de la guerre, l'Iran a soutenu fermement le Hezbollah et en invoquant la soi-disant unité des fronts, a déclaré qu'il n'accepterait aucun accord excluant le Liban. C'est précisément en raison de la pression iranienne que la question libanaise a finalement été incluse dans le mémorandum. Mais cette décision a surpris les Israéliens. Ils espéraient que même si le président Trump parvenait finalement à un accord avec l'Iran, les FDI conserveraient une liberté d'action au Liban. Quelques heures après la signature du mémorandum, Netanyahou a tenté de le saper, affirmant qu'il n'engageait pas Israël et que les FDI poursuivraient leurs opérations à l'intérieur du Liban. Ce n'est qu'après de vives mises en garde de Washington que les FDI ont annoncé un cessez-le-feu. Mais quelques heures plus tard, Netanyahou a de nouveau jeté de l'huile sur le feu, déclarant que malgré le cessez-le-feu, Israël ne quitterait pas le sud du Liban et maintiendrait sa zone tampon aussi longtemps que nécessaire. Netanyahou, c'est exactement ce qu'il fait. Il essaie d'utiliser l'escalade au Liban pour faire dérailler les discussions entre les États-Unis et l'Iran. Et ces actions
produisent déjà des résultats. Le samedi 20 juin, l'Iran a annoncé qu'en raison de la situation au Liban, il fermerait à nouveau le détroit d'Ormuz. Au sein du camp du président Trump, la frustration face au comportement d'Israël grandit visiblement. Le visage de cette frustration est devenu le vice-président J.D. Vance, qui a répondu aux critiques israéliennes en disant entre autres que le président est le seul allié qu'Israël ait encore et que les contribuables américains paient les 2/3 des armes protégeant Israël. Vance a également déclaré « Vous êtes un pays de 9 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas simplement tuer pour résoudre chacun de vos problèmes de sécurité nationale. » Ces propos ont aussitôt suscité des spéculations sur une crise latente entre Washington et Tel Aviv, et sur la possibilité que l'équipe Trump cherche bientôt à tenir Israël responsable de l'échec de la guerre contre l'Iran. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Trump et Netanyahou connaissent des tensions. Au début du second mandat de Trump, les deux dirigeants s'étaient déjà affrontés au sujet du Yémen et de la Syrie, lorsque Trump avait d'abord conclu un cessez-le-feu avec les Houthis, puis rencontré le président Ahmed al-Shara et normalisé les relations avec la Syrie. Les deux décisions ont été prises contre la volonté d'Israël. Aucune d'elles n'a entraîné une rupture durable des relations. Cette fois, cependant, la situation pourrait être différente. Le Premier ministre Netanyahou subit une pression politique énorme. Ses partenaires de coalition d'extrême droite exigent qu'il défie Trump et qu'il intensifie les actions au Liban. Itamar Ben-Gvir l'a dit sans détour. Pour chaque larme d'une mère israélienne, 1000 mères libanaises devraient pleurer. Tout le Liban devrait brûler. La situation est encore compliquée par les élections prévues en octobre. Bien que le Likoud, le parti de Bibi, reste favori dans les sondages, la coalition actuelle ne semble pas avoir assez de soutien pour rester au pouvoir. La guerre avec l'Iran, dont Netanyahou a été le principal architecte, a clairement terni l'image du Premier ministre. Elle ne lui a apporté aucun succès durable. Et le mémorandum signé par les Américains est favorable à l'Iran à presque tous les égards, tout en sapant également les opérations israéliennes, même sur le front libanais. On ne peut pas exclure que le Premier ministre, ayant exercé le plus longtemps dans l'histoire d'Israël, cherchant un moyen de rester au pouvoir et de bloquer l'accord avec l'Iran, se tourne désormais vers le Liban et tente de démontrer qu'il est capable de tenir tête à l'Amérique. Il convient également de noter que l'Iran restera activement impliqué dans le dossier libanais. Téhéran fera tout son possible, non seulement pour obtenir un cessez-le-feu durable, mais aussi pour forcer le retrait de toutes les unités de Tsahal du Liban. Surtout maintenant que les Iraniens peuvent également constater la frustration croissante de l'administration américaine envers son allié israélien. Alors, quelle est la suite ? Le mémorandum qui a été signé ne résout pas définitivement la crise actuelle. Les 60 prochains jours, pendant lesquels les Américains et les Iraniens sont censés parvenir à un accord final, seront presque certainement des montagnes russes politiques. Et pas seulement à cause d'Israël, mais aussi à cause du tempérament même du président Trump. Nous avons déjà vu cela le week-end dernier, lorsque lors des discussions entre les États-Unis et l'Iran en Suisse, Trump a de nouveau menacé Téhéran de bombardement si les Iraniens n'acceptaient pas toutes ces conditions. Au final, le premier tour de discussion a apporté quelques avancées. Un comité de haut niveau a été mis en place pour poursuivre les discussions techniques sur le programme nucléaire iranien, et un canal de communication a été créé afin d'éviter les incidents concernant le passage sécurisé des navires dans le détroit d'Ormuz. Il n'est toujours pas clair si le mémorandum déjà signé pourra être pleinement appliqué, ou si un accord final sur le programme nucléaire iranien pourra être atteint. Les deux parties veulent un compromis, mais leur vision sur la fin du conflit reste très différente. Washington et Téhéran ne sont même pas d'accord sur ce qui a déjà été signé. Par exemple, le mémorandum stipule que le détroit d'Ormuz restera accessible sans frais pendant seulement 60 jours. L'Iran a compris cela comme signifiant qu'après cette période, il pourra facturer des frais de transit. Donald Trump écrit avec colère sur Truth Social que l'Iran n'a aucun droit de ce genre et que si quelqu'un doit percevoir des frais, ce sera les États-Unis. Les Iraniens utiliseront sûrement la question d'Ormuz pour faire pression sur Washington et obtenir un accord final. Nous devons nous attendre à des blocages périodiques du détroit et à la pression constante de Téhéran pour faire reconnaître le contrôle iranien sur Ormuz et le droit de percevoir des frais de transit.
et cela ne devrait pas surprendre. Hormuz est actuellement le meilleur atout de l'Iran. Téhéran doit l'utiliser si elle veut survivre. Parce que même si la République islamique s'est défendue contre l'agression américano-israélienne, son économie a été dévastée par des décennies de sanctions et par une guerre de 40 jours avec les États-Unis et Israël. L'Iran a besoin d'un allègement des sanctions et d'un accès à ses avoirs gelés afin de commencer à reconstruire le pays et à retrouver son potentiel perdu. Si l'Iran n'arrive pas à obtenir cela, l'avenir de la République islamique restera profondément incertain. Même ainsi, une reprise des combats entre les États-Unis et l'Iran semble toujours peu probable. Les Américains disposent encore d'options militaires qu'ils pourraient, en théorie, utiliser contre l'Iran. Mais du côté du président Trump, il n'y a aucune volonté politique de les utiliser, car les risques sont tout simplement trop élevés. Des exemples d'options rejetées par l'administration Trump incluent l'escorte de pétroliers à travers le détroit d'Ormuz avec la marine américaine, la saisie de parties de la côte iranienne ou la prise de contrôle des îles iraniennes situées à l'entrée du golfe Persique. Les négociations avec l'Iran seront très difficiles. Israël essaiera de les saboter, et le tempérament explosif de Trump ne facilitera pas le processus. Pourtant, il semble que l'administration américaine cherchera finalement un compromis avec Téhéran et mettre durablement fin au conflit. Avec l'armement du détroit d'Ormuz par l'Iran, Washington ne peut simplement quitter les négociations, cette fois, et reporter la question iranienne jusqu'à ce que les circonstances deviennent plus favorables à l'Amérique. Les Iraniens sont prêts à continuer de bloquer le détroit, même au prix de déclencher une crise mondiale, si c'est ce qu'il faut pour forcer Washington à conclure un accord favorable à Téhéran. Et la dernière chose que Donald Trump veut, c'est être rappelé comme le président qui a provoqué une récession mondiale.